Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui en direct du parc Winoland à Saint-Pierre-du-Perret pour la dernière de la saison The Winos Radio Show. Et oui, ça va se terminer aujourd'hui, mais pour une spéciale Halloween, on a un invité d'exception puisque nous avons la chance d'avoir à mes côtés Monsieur Jean-Marc Toussaint. Bonjour Jean-Marc. Salut Steve. Comment vas-tu? Mais fort bien. Ton générique m'a glacé d'effroi, ce qui tombe parfaitement au poil vu qu'il fait 28 degrés ici. Donc, Merci d'avoir accepté l'invitation, vraiment. Ah mais avec grand plaisir. Je suis vraiment touché, c'est le petit garçon de 10 ans qui parle puisque la plupart des gens le savent parce qu'on a beaucoup de fans parcs qui nous suivent. Et pour ceux qui ne le savent pas, Jean-Marc est le créateur du Transdémonium, le train fantôme nouvelle génération à l'époque. Feu le Transdémonium. Du parc Astérix. Et donc c'est le premier train fantôme que j'ai fait dans ma vie. Et je me suis dit un jour je créerai aussi des attractions un peu dans l'effroi et la terreur comme tu l'as fait avec le jusque-là Transdémonium. ça va. Hein. Oui. Je trouve que tu te démerdes plutôt bien. Et donc le Transdémonium, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'était ça. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font trois petits tours et puis s'en vont. Et c'est la voix de Jean-Marc, c'est toi qui faisais la voix de Mario. Oui, tout est fini pour vous. Ouais, Alors... bah écoute, j'ai eu de ces nouvelles il n'y a pas longtemps, il t'embrasse d'ailleurs. Ah bah tu le remercieras, je suis vraiment touché. C'est vrai que c'est le personnage qui a vraiment bercé les fans parcs et ceux qui aimaient les trains fantômes. Alors c'est quoi le Transdémonium? Pourquoi on disait que c'était un train fantôme nouvelle génération? C'était surtout un gros clin d'œil au train fantôme. C'est-à-dire que c'était un train fantôme qui était thématisé comme un train fantôme. Donc s'il y avait un petit côté méta dans cette histoire, on avait toute une narration qui impliquait un alchimiste qui s'appelait Jean des Ténèbres, qui avait construit une sorte de machine pour distraire les esprits et les fantômes à l'aube de l'année 1000 de l'an 1000, car on craignait à cette époque-là qui est l'apocalypse. Et donc pour occuper les démons, cet alchimiste avait construit une aire de distraction. D'accord. Dans lesquels les humains montaient et devaient attirer l'attention des fantômes, comme ça ils ne déclencheraient pas l'apocalypse. C'était peut-être un petit peu plus compliqué que ça, mais sinon on y passe la nuit. Hein. Et alors pourquoi est-ce que le parc Astérix a décidé, malheureusement j'ai envie de dire, d'arrêter le Transdémonium? Plusieurs facteurs. Alors l'attraction a fermé après un peu plus de 15 saisons d'exploitation. C'est un type d'attraction qu'il est assez difficile à entretenir, à moins vraiment d'y mettre de l'argent et du temps tous les jours. D'accord. Donc les décors peuvent se dégrader. Alors pour ça, en revanche, les équipes du parc Astérix, au fil des années, ont amélioré la décoration, ont rajouté des éléments, ce que je trouve plutôt bien, parce que c'est vrai que quand on a ouvert, il y avait certaines zones qui étaient peut-être un peu nues, donc c'est bien qu'ils aient continué à étoffer ainsi les décors de l'attraction. En revanche, le système de transport sur lequel étaient installés les visiteurs était pratiquement un prototype. D'accord. Puisque c'est une société de convoyage industriel qui s'appelait WGH qui avait construit ces petits wagonnets à crémaillère, un petit peu comme des petits funiculaires, qui étaient assez sophistiqués. C'est-à-dire qu'il y avait 13 trains sur la piste en même temps. Et chaque train savait exactement où il se trouvait sur la piste et connaissait la position des 12 autres trains. Ce qui pouvait permettre, ça évitait déjà les collisions entre trains, mais ça permettait, d'un point de vue scénaristique, de créer les effets. On savait qu'entre tel train et tel train, il y avait suffisamment de temps pour installer un effet et que, par exemple, quand on assistait à quelque chose, on ne voyait pas nécessairement le train devant soi ni le train derrière soi. D'accord. Donc c'était en cela que c'était assez prototype. Donc, difficile à entretenir en tant que prototype. Également, on avait conçu toute la scénographie avec beaucoup de lumière et beaucoup de fumée. Et la fumée, les machines à fumer, en fait, laissaient un résidu graisseux sur la crémaillère de l'entrée. Et ce résidu graisseux se transmettait à l'embrayage des trains, ce qui fait que parfois les trains avaient patiné ou avaient du mal à s'arrêter. Donc, comme on avait énormément d'effets de vitesse, il y avait certains effets de surprise qui étaient basés sur des effets de vitesse, puisque dans le noir, ces trains montaient quand même jusqu'à 25 km/h. Ça paraît rien du tout comme ça, mais quand vous êtes dans une petite nacelle et que d'un seul coup, vous êtes propulsé à 25 km/h, il y avait un véritable effet de surprise et l'effet de vitesse était complètement renforcé. Le parc a décidé de mettre fin à ces effets de vitesse
Et donc, d'une attraction qu'on parcourait, je crois, en 2 minutes et 45 secondes, ils l'ont programmée pour qu'elle soit parcourue à la même vitesse constante. Donc, il fallait 6-7 minutes après pour faire l'attraction. C'est vrai qu'au niveau tous du les débit, effets c'est de pas non vitesse plus extraordinaire. avaient disparu. Donc, je ne peux pas jeter la pierre au service de maintenance du parc Astérix qui a vraiment fait tout son possible pour essayer de maintenir l'attraction en vie autant que possible, quoi. Et alors, comment on arrive à créer un personnage comme Mario? D'où vient l'idée de Mario? Pourquoi lui? Pourquoi pas Sinette? Pourquoi... Ah oui, alors déjà, évidemment, tu auras remarqué le subtil calembour qui constitue le nom de Mario. C'est venu du fait qu'on était parti d'un petit croquis au départ d'un des illustrateurs qui travaillait avec nous. Il y avait ce petit personnage de marionnette à fil qui accueillait les gens dans la gare. Et puis, la surprise majeure du Transdémonium, c'était qu'on revenait en gare à la fin, mais sauf que c'était une fausse gare qui était en ruine. Et en fait, ce n'était pas la fin de l'attraction, il y avait encore des surprises après. Et à ce moment-là, le personnage était sous sa forme la plus maléfique. Et je me suis vraiment attaché à ce petit bonhomme et je me suis dit, mais c'est marrant, ça pourrait devenir le fil rouge de l'attraction. Donc, on a trouvé d'autres endroits où il pourrait intervenir. Et puis, surtout, on l'a incarné. C'est-à-dire qu'on lui a, en quelque sorte, donné le rôle principal. Ouais. Puisqu'au départ, ça devait être juste l'alchimiste dont on parlait au départ. Okay. Donc, on a donné le rôle principal à Mario. Mario net, donc comme il est maléfique, il n'est pas si net finalement, donc Mario pas si net. Voilà, c'est un calembour à 2 balles, hein, mais qui est resté et qui a fonctionné. Et du coup, je lui ai donné ma voix. Je donne aussi. En fait, tous les personnages de l'attraction, j'ai eu le plaisir de les doubler. Oui, Jean de Ténèbres, c'est toi aussi. Jean de Ténèbres, c'est moi aussi. Les sorcières, tous les spectres, c'est moi aussi. Et jouer Mario, Mario, c'est moi un petit peu quand même. Alors, il est beaucoup plus maigre que moi, et plus petit et plus vert. Et alors, du coup, comment le parc Astérix t'a contacté? Est-ce que c'est toi qui as été les voir ou est-ce que c'est eux qui t'ont appelé? Non, parce que je collaborais déjà avec le parc Astérix à l'époque, puisqu'on sortait. Je venais de finir le scénario et les idées de thème sur la file d'attente de la Trace du Hurrah. J'avais collaboré au subtil calembour que l'on trouve dans l'élévateur de l'Oxygénarium. Et je bossais déjà pour le parc puisque je collaborais en coulisses. En fait, on éditait un journal interne. D'accord. Et j'avais bien sympathisé avec certaines équipes et ils savaient que j'étais fan de fantastique, que j'avais travaillé sur des films d'épouvante. Et un jour, ils m'ont rappelé en disant, écoute, on ressort des tiroirs le projet de train fantôme. Il y avait l'Apocalypse. Alors, il y a eu, à l'ouverture du parc, il y avait effectivement un petit train fantôme de dimension foraine, on va dire, qui s'appelait l'Apocalypse, mais qui n'a jamais fonctionné. Il y a des gens qui prétendent qu'il a ouvert 2 jours, je ne pourrais pas le garantir. Moi, j'ai eu la chance de l'essayer à l'intersaison entre 1989 et 1990, mais il y avait des problèmes de capacité, de sécurité, etc. On débutait en 1989. Et après l'Apocalypse, on a refait des projets juste en fait avant, au moment où on allait ouvrir Tonnerre de Zeus, puisque j'avais également bossé sur la file d'attente de Tonnerre de Zeus. Et on a fait, j'ai commencé à refaire des dessins à ce moment-là. C'était plus une ambiance Dark Ride, il n'y avait pas une ambiance train fantôme. Okay. Et puis, c'est reparti dans les tiroirs ou sur les étagères, comme tu veux. Et on a ressorti le projet après la Trace du Hurrah, donc 2001, 2002. Et là, on a retroussé nos manches pour ouvrir la première version du Transdémonium en 2003. Et je crois que j'ai répondu à la question, là, non? Oui, complètement. Mais j'ai beaucoup aimé ta façon d'écrire du coup, l'attraction, parce qu'il y a plein du coup, de jeux de mots. Par exemple, quand Mario a le dialogue avec Jean de Ténèbres et qui dit Mario connaît toutes les ficelles du métier. Oui, il y a plein de petites choses comme ça, subtiles. Et l'autre, j'ai beaucoup aimé. C'est encore moi le pantin de service. Voilà, c'est ça. Non, mais il y en avait plein d'autres, effectivement. Je crois qu'il y en a 1 ou 2 blagues qui ont été coupées. Oui, donc, comme je collaborais déjà sur pas mal de trucs avec le parc et que le parc connaissait mon amour des trains fantômes et du cinéma fantastique, ils m'ont demandé de prendre une sorte de place hybride qui était à la fois directeur artistique et technique pour piloter les équipes
Donc je travaillais en binôme, hein. Il y avait un garçon qui travaillait avec moi qui était plus spécialisé chef de projet, direction technique. Ok. Et moi, je voyais adapter la technique à l'artistique ou le contraire, si tu veux. Ça m'a permis vraiment d'être sur le projet du début jusqu'à l'ouverture et de faire autant les voix, d'aller régler les lumières, de passer 3 jours dans les wagons avec l'ingénieur pour régler la vitesse par rapport aux effets. Donc c'était une aventure tout à fait passionnante. Et j'avoue que j'ai vu une fois une vidéo que tu as mis sur les coulisses de la création sur ta chaîne YouTube. Je trouve que les images sont formidables, vraiment. Bah oui, c'était à ce moment-là, j'avais une petite caméra où on mettait encore des cassettes dedans, tu vois. Ouais. Et je m'étais dit, ça pourrait peut-être servir que je fasse une sorte de journal de bord. Donc, comme j'étais sur le chantier tous les jours, et le week-end compris, et parfois très tôt le matin, dès que je voyais 2-3 trucs intéressants à filmer, je sortais la caméra qui n'était pas très grosse. Enfin, qui n'était pas très grosse. Comparativement à un téléphone de maintenant, effectivement, on dirait que c'est une énorme brique. Ouais. Mais la caméra pouvait tenir dans la poche de mon anorak, si tu veux. Alors, là, on a parlé du parc Astérix. Il y a Ouais. une autre actualité, parce que le Transdémonium, c'est plus trop une actualité, mais c'est une belle histoire. Ouais, en tout aussi, cas. parce que cette année, c'est le 20e anniversaire. Voilà, et donc tu as sorti une collection spéciale. Ouais. Comme l'attraction un petit peu fermée dans la confidentialité, que Mario est quand même. Alors, je ne vais pas dire que j'ai créé Mario, je dirais que je lui ai donné la personnalité qu'il avait sur l'attraction. On avait ce petit pantin qui avait été déjà conçu au départ. Avec mes camarades de Puissance Park, on a créé une collection commémorative du 20e anniversaire. Donc on trouve ça sur puissancepark.fr. Et très très belle collection que tu as toi-même dessinée d'ailleurs. Oui, et j'ai peut-être la casquette ici, si tu me laisses une seconde. Avec grand plaisir. Moi, la coque de mon téléphone, elle est là, donc je peux pas vous la montrer, mais j'ai moi aussi la coque de téléphone du Transdémonium pour les 20 ans. Voilà. Donc le vin avec le Mario. Le vin avec la silhouette de Mario qui a rompu ses ficelles. Il y avait plein d'autres calembours, hein, pas mal ont été coupés. Tu es un pantin, tu vas prendre la porte, par exemple, tu vois, ce genre de d'accord. choses. Voilà. C'est des blagues de Parisiens, mais ça marche quand même. Ouais, Hein, oui, ça marche toujours. Parce que du coup, ça c'est le parc Astérix. Et donc l'actualité aujourd'hui, c'est quoi Moi, je l'ai regardé il y a cette semaine. Oui, alors l'actualité, c'est que j'ai tout en laissant une partie de mon cœur dans le monde des parcs de loisirs, j'ai toujours travaillé pour le spectacle et l'audiovisuel. Donc l'actualité, c'est que j'ai collaboré en tant que post-producteur, c'est-à-dire la personne qui pilote tout ce qui se passe après un tournage. La série Killer Coaster, réalisée par Nicolas Lange et produite par Barbara Maubert, qui est une série en 8 fois 30 minutes, qui est disponible sur Prime Video, et qui est une comédie thriller avec un soupçon de film d'horreur sur y a-t-il un tueur en série dans le parc d'attractions. Et j'ai trouvé ça vraiment super parce qu'il y a beaucoup d'humour. Premièrement, je trouve que le trio des Sœurs Lamy avec fille, ça c'est formidable. Super bien. C'est formidable. Et c'est la première fois qu'elles jouent toutes les trois ensemble. C'est ça aussi qu'il faut. En plus. Donc moi vraiment j'ai trouvé cette série extraordinaire et je vous invite du coup à aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Oui, allez la regarder. Voilà. Killer Coaster, c'est extraordinaire. Il y a vraiment une belle distribution, une belle écriture. Oui, plein d'acteurs. Et moi, j'aime particulièrement le style de mise en scène de Nicolas, qui me fait penser à celui d'Edgar Wright, donc l'homme qui avait réalisé Shaun of the Dead quand même. Oui. Et Nicolas avait déjà fait 2 séries pour France Télévisions, et j'aimais vraiment son style, et ça a été un vrai plaisir de travailler avec lui. Ouais. Alors, comment on se retrouve à aimer comme ça l'univers un peu sombre, comme le Transdémonium, ou tout ce qui est un peu lié à Halloween C'était venu comment cette passion? Comment ça, mais tout gamin, tu sais que peut-être passer des dinosaures aux monstres, il n'y a pas finalement un si grand pas. La plupart des gamins aiment les dinosaures. Et passer de ça aux monstres, je dirais pas nécessairement que les cryptides, tu vois, mais ça m'intéresse aussi énormément. J'ai toujours aimé le fantastique, et je crois que tout gamin, ma tata m'avait emmené voir le film de Val Guest, Quand les dinosaures dominaient le monde, au Festival du film fantastique de Paris, et j'avais été complètement fasciné, et donc j'ai voulu savoir comment c'était fait. Après, évidemment, j'ai découvert le King Kong original de 1933, donc j'ai toujours aimé les monstres. Voilà. D'accord. Et alors, tu as quand même une attache particulière avec Winoland et anciennement Babyland. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as connu le parc, Oui. ou même avant ça d'ailleurs? Oui, je connaissais le parc à la fin des années 80, au début des années 90,
quand c'était la famille Reverchon qui s'en occupait. Et surtout, à la fin des années 80, j'ai eu le plaisir, presque pas totalement par hasard, mais c'est par hasard qu'on a sympathisé. C'est-à-dire qu'il y avait un grand 8 à la foire du Trône ou à la Fête des Loges, je ne sais plus, que je trouvais sympa, etc. Et je suis allé à la caisse. Et je dis bonjour, j'aurais un ticket s'il vous plaît. Et je dis au monsieur qui était derrière le comptoir, mais dites-moi, est-ce que c'est un manège construit par Anton Schwarzkopf, votre grand 8 ? Et le gars, il a écarquillé les yeux, il a tendu le bras, il a ouvert la porte de la caisse, il dit « Entrez !» Et c'était Xavier Lapère. Et donc, avec Xavier, on est amis depuis 35 ans. Je l'ai accompagné autant que possible sur son projet depuis toujours de se sédentariser, de construire un parc d'attractions. Et puis, je l'ai aidé à monter les dossiers pour les élus, pour convaincre les gens que finalement, reprendre Babyland et lui redonner une impulsion, lui donner maintenant une nouvelle identité et un nouveau caractère, c'était une bonne idée. Donc, on a bossé des années ensemble et je suis ravi. Je me souviens de l'année de l'ouverture en 2008. On n'était pas beaucoup, mais on était là. On était fidèles au poste. Et qu'il avait démarré une petite saison et maintenant quand je vois qu'il tape à plus de 200, presque 250 000 visiteurs, je suis ravi, je suis très content parce que c'est et puis ça continue avec Geoffrey, donc son fils, et voir que toi tu es là maintenant, je me dis bon, ça va, le parc est entre de bonnes mains. Merci beaucoup, voilà. Ça fait vraiment plaisir. Et justement, si tu devais maintenant définir, toi qui as connu le parc du coup à ses tout débuts, le résumé pour les gens qui ne le connaîtraient pas, par exemple, aujourd'hui, tu dirais quoi ? Je dirais que c'est un parc génial pour une visite d'impulsion. Quand on a des enfants en bas âge et que la météo le permet, cela dit, quand il pleut pas des trompes de flotte, hein, évidemment, l'intérêt, quand il fait pas très beau, il y a moins de monde. Donc, fatalement, on attend moins aux attractions. Oui, c'est vrai. Mais c'est idéal comme une visite d'impulsion. Tiens, qu'est-ce qu'on fait ? Allons à Winoland. En plus, comme le billet d'entrée n'est pas super cher, on peut se permettre de n'y passer qu'une matinée ou qu'un après-midi. Donc, moi, je fais toujours très attention à ne pas comparer les gros parcs nationaux et les parcs régionaux. On ne peut pas comparer les pommes et les oranges, même si c'est des fruits. Tu vois. C'est vrai. Donc, je trouve que c'est un truc... Au tout début, quand le parc existait, il n'y avait aucune attraction disponible pour les adultes. C'était que des attractions pour les petits. Et souvent des attractions en libre service. Donc c'était assez rigolo. En fait, l'attraction des adultes, c'était de faire marcher les manèges pour leurs gamins. Et j'avais dit à Xavier, mais tu as transformé ton parc. En fait, c'est pas Babyland qu'il faut l'appeler, c'est Esboditoiland. C'est-à-dire qu'on voyait tous les parents autour des manèges qui regardaient leurs mômes, ils étaient là. Tout le monde était complètement baba devant les gamins en train de s'amuser sur les petits manèges. Et c'était top. Et il avait vraiment trouvé un créneau, ce qui est en région parisienne, face aux mastodontes que peuvent être Disney et Astérix, et dans une moindre mesure, et un peu plus loin, la Mer de Sable ou le Parc Saint-Paul ou France Miniature. Bon, ça, c'est un autre type de loisir. Mais il avait trouvé un créneau qui était unique. Donc c'était vraiment une super bonne idée, quoi. Et maintenant, quand tu vois une attraction comme le Pteranodon, qu'est-ce que tu penses d'ailleurs du Pteranodon ? Alors, je vais dire un truc, c'est un type d'attraction qui me terrifie. J'ai pas peur dans les trains fantômes, mais tu me mets sur un Star Flyer comme le Pteranodon, je fais pipi dans ma culotte. Mais je dirais que le Pteranodon, c'est le pivot. C'est-à-dire que c'est maintenant... Alors attention les gars, on vous attend au tournant maintenant. Hein. Oui, c'est-à-dire que vous avez quand même d'un seul coup, vous êtes passé d'un petit parc avec des petits manèges, etc. Paf, grosse attraction à thème, avec une grosse thématisation. Tout le monde va vous regarder. Attention, hein. Même moi je vous regarde. Donc on se dit, on passe de petits parcs d'attractions, d'un seul coup on se dit, ah, ça y est, il rentre par la petite porte dans la cour des grands, tu vois ? Oui. Attention, bon alors il y a encore des trucs à corriger, à modifier, à améliorer, etc. Mais chaque chose en son temps. Hein. Comme je disais, on ne compare pas les pommes et les oranges, même si c'est deux fruits. Voilà. Ah non, ça c'est sûr. Alors, est-ce que tu connais tous les trains fantômes des parcs ? Non, ce serait présomptueux de dire que je connais tous les trains fantômes des parcs. Peut-être les plus grands alors ? Peut-être, oui. Les musiques aussi ? Les musiques aussi.
Oui, peut-être. Alors on va faire quelque Ah. chose. On va appeler quelqu'un en direct D'accord. qui peut tenter de gagner 4 places pour venir nous voir pendant Ça, c'est Halloween. une bonne idée, ça. Et c'est toi qui vas la faire gagner. Ok. Tu vas avoir 4 chansons à écouter Ouais. et deviner de quel train fantôme il s'agit et dans quel parc. Waouh. Alors Ok. on va l'appeler. Hop. Si ça répond. Dernière sonnerie. À la fin de votre Ouais. message, Eh ben écoute, c'est pas grave, on va essayer d'appeler quelqu'un d'autre dans quelques instants. Mais en attendant, on va vous faire une courte page de publicité et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Nous sommes de retour dans The Windows Radio Show et donc on va tenter d'appeler un deuxième numéro pour ce jeu. C'est parti, on y va. Hop, composition. Décidément. bonjour. Ah, La messagerie. personne que vous essayez... Donc là, les projets à venir, Jean-Marc, à part Killer Coaster, c'est quoi? Oh bah, il y a d'autres séries dans les tuyaux, puisque maintenant je suis à demeure chez Amazon MGM Studio. Donc il y a 2-3 autres trucs qui vont arriver, dont c'est peut-être encore un peu tôt pour en parler. Oui, oui, oui. En fait, il y a une autre série qu'on a livrée qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. Il y en a une dont on est en train de terminer la post-production qui sera prévue pour le printemps. Et on a démarré le tournage de 2 séries simultanément, dont la saison 2 de Miskina la pauvre, de la série avec Melra Bedia. D'accord. Donc Et- ça, c'est en tournage maintenant. Ok, et tout ce qui est projet dans les parcs, tout ça, c'est... Ah bah, on espère que Killer Coaster aura suffisamment de succès pour qu'on puisse produire une saison 2. Donc voilà, D'accord. donc allez voir Killer Coaster Voilà, Killer sur Coaster. Prime Video. S'il Et- vous plaît. Et est-ce que tu as eu l'occasion, après je sais que ça a commencé qu'hier, mais du coup je ne pense pas, mais est-ce que tu as pu faire le tombeau des dieux au parc Astérix? Non, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller au parc Astérix. C'est vrai que c'est pas facile en même temps parce que maintenant avec la saison Halloween ayant tellement de succès, faut réserver à l'avance sa venue. Ouais. Et que jusqu'à présent, les occasions d'aller au parc Astérix pour Halloween, c'était pareil sur un coup de tête. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller explorer le tombeau des dieux. Est-ce que pour toi, Astérix sont les meilleurs au niveau de la saison Halloween, En termes de quoi en termes de maison hantée? Ils tirent bien leur épingle du jeu, mais par rapport à ce qui se passe en Allemagne, par exemple, Ouais. chez nos amis d'Europa Park ou Oui. de Movie World déjà là, enfin toi Europa Park, Traumatica, on met la barre quand même très Oui, très haut. oui, j'ai eu hein. la chance de le faire Ouais, l'an dernier, c'est vrai que Ouais, c'est ouais. quand même vachement bien. ouais, ouais.
J'avoue Et je te que là- parle même pas de ce qui se passe aux États-Unis où c'est là il y a 30 ans, mon petit bonhomme, où j'ai découvert que les parcs pouvaient se transformer en maisons hantées à l'échelle. C'était très important. Non, je me souviens que la première fois où je suis allé à Universal Studios Horror Night, donc il y a un peu plus de 30 ans, j'ai tombé sur le derrière. Tellement c'était incroyable. Tu as l'impression qu'ils ferment à 18h, ils rouvrent à 19h, ils ont complètement transformé le parc. Il y a des maisons hantées qui sont plus grosses que certains petits parcs d'attractions en France, mais juste une attraction, tu vois. J'ai dit, mais... Ouais, ça doit être impressionnant à voir. Non, puis ils mettent le paquet. Hein. À ce moment-là, c'était interdit au moins de 18 ans, l'événement. Ah oui, d'accord. Oui, ça allait aller assez loin dans l'horreur. Hein. Ah oui, effectivement, là c'est... Ah oui. Mais la toute première du genre que j'ai pu visiter, c'était en fait en Espagne, à Tibidabo. Ok. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'étais avec des camarades qui sont aussi des spécialistes, puisque ce sont les organisateurs du Festival du film fantastique de Bruxelles. D'accord. Donc les gens, toi, on a un petit peu les tatoués, les poilus du fantastique. Et on va visiter donc le parc de Barcelone, Tibidabo, qui est un parc historique, puisque le parc date de 1902, dans mon souvenir. Et on voit dans un coin ce truc, il y avait une espèce de silhouette qui évoquait le personnage de la mort dans le 7e saut d'Ingmar Bergman. Et il y avait écrit « Le passage de la terreur ». Bon, ok. C'était en plus, il fallait payer. Bon, d'accord. On y va. Et là, on commence à te dire, alors avancez doucement, ne courez pas, ne touchez à rien et rien ne vous touchera. Tu dis, hein. Ouais. Et c'était donc fin des années 80, tu vois. Et on rentre là-dedans et j'avais jamais vu ça de ma vie. Quoi. Ah ouais. Un horror maze, quoi. Enfin, mais j'ai eu les jetons. Franchement, j'ai eu les jetons. J'ai eu franchement les jetons la première fois, quoi. Ah. Ça va mieux. Depuis, ça va mieux. Puisque j'avais eu le plaisir aussi ensuite d'aller à Fuji-Q Island, au Japon, où il y avait la plus grande maison hantée du monde. D'accord. Voilà. Combien de temps pour la faire? 45 minutes pour en sortir. Ah oui, d'accord. Effectivement, on est loin C'est un vrai labyrinthe. On est loin des 7 minutes. Voilà, c'est ça. Tu sais que catacombes la ou- plupart de ces attractions dans lesquelles on marche, c'est en fait le tracé est bien défini. Voilà. Là, c'est un vrai labyrinthe. Tu peux changer d'étage à ta guise. Tu te dis, ah, mais je suis déjà passé par là. Tu vois. D'accord. Il y avait un monstre tout à l'heure. Est-ce qu'il est encore là ou pas? Enfin, tu vois, c'est Ouais, en fait, 45 minutes pour sortir. Ah ouais, Ouais, c'est impressionnant alors. d'enfer, Parce que d'enfer. 45 minutes, si t'es oppressé et tout, je pense qu'il y a moyen avec. Et en fait, ils avaient eu une excellente idée. Ils venaient de construire un hôtel tout neuf à l'entrée du parc. Ils avaient utilisé l'ancien hôtel. Oui, donc il y avait de la place alors. Ouais, donc c'était un bâtiment en étoile sur 3 étages. Donc t'imagines, sur 3 étages, donc tu avais 4 niveaux, le rez-de-chaussée et les autres. Et c'était vraiment intense comme expérience. on va dire. J'imagine. Mais on va essayer d'appeler quelqu'un d'autre. Allez, Hop, juste ici. On y va. On compose le numéro. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Vous m'entendez? Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Ouais. Oui, bonjour, Oui. Steve Varinou du parc Winoland. Vous êtes en direct dans The Winos Radio Show. Ah, salut Steve. Comment ça va? Ça va, ça va. Quoi de neuf alors? Ça fait très plaisir. Alors on a la chance d'avoir au téléphone Emeric, que tu connais bien Jean-Marc. Je suis avec Jean-Marc Toussaint. Tu nous entends bien Emeric? Oui, oui, ça va. Voilà, donc on est avec Jean-Marc et on cherchait à faire un blind test sur les maisons hantées et on voulait jouer avec quelqu'un en ligne aussi. Donc du coup, quand ça répondait pas, on a dit tiens, on va appeler Emeric aussi. Ah bah c'est marrant, on est en direct d'Energylandia là. Ah, vous êtes à Energylandia? la vache, c'est génial le duplex. T'es avec qui? Avec Tony. Ah bah en plus j'ai failli l'appeler aussi, alors tu vois. Y a pas besoin, y a pas besoin. On est juste au pied de Hyperion actuellement. Ah, bah écoutez, on est actuellement au point photo Wino avec Jean-Marc Toussaint. Devant nous, il y a Geoffrey et Xavier aussi qui sont avec nous. Et donc j'allais justement tester eh bien, Jean-Marc sur les sons des maisons hantées. Savoir s'il arrive à reconnaître quelle maison hantée est dans quel parc. Ok, très bien. Est-ce que vous êtes, vous entendez bien? On peut jouer ensemble aussi? Ouais, on peut essayer, ouais. Je vais demander Allez. à Tony qui joue aussi. Vas-y. Vous me dites quand vous y êtes? C'est bon, c'est bon. Allez, c'est parti, on y va pour la première. J'ai commencé par du facile. Hein.
Ça, c'est l'organisme. Alors, est-ce que c'est Phantom Manor ou Haunted Mansion? Mais bon, c'est Disney, ça. Voilà, exactement. Les Phantom Phantom Manor. Manor de Disneyland Paris pour sûr. Exactement, c'est bien ça. Alors, bien joué les gars, c'était facile pour la première. On y va pour la deuxième. Je pense que ça devrait être assez simple. On a affaire à 3 connaisseurs là de parc. Hein. Entre Jean-Marc, Émeric et Tony, vous devriez trouver facilement. Hein. Geister's Club Europa Park. Bonne réponse, Tony. Attention, on y va pour la troisième. Elle devrait être simple. Ah, je connais pas. Ah là, j'ai le blanc, là. On est dans la file d'attente, hein, je précise. Je vous la remets si vous voulez. On est en France, hein. Pas d'idée? Alors, je sèche. Là, on ne l'a pas du côté d'énergie, on dirait. C'est du coup eh bien, la file d'attente de la maison hantée de Nigloland. C'est bien ce que je me disais. Je me disais Nigloland. C'est Nigloland parce que moi je m'attendais. C'est le truc de Jean-Sébastien Bach dans la file d'attente de. Et non, ça c'est dans la salle où ils sont en train de manger qu'il y a Takata and Fugue. Ah. Donc voilà. Ah, je vous ai posé D'accord. une colle au moins sur une Oui, chanson. oui, parce que Je suis assez content quand même. il me semblait que le morceau de Bach, on l'entendait. Il y a peut-être eu une période d'ailleurs au début où on n'entendait que ça dans Alors, la file dans la file d'attente. d'attente, on entend aussi des voix comme dans le Transdémonium à Niglo. Ça fait quelques années que je n'ai pas visité le manoir hanté de Nigloland. Moi, je trouve très sympathique. Ah oui, super. Non, non, vraiment super. On y va pour la dernière maison hantée? On salue la famille Alors, Gélis au passage. attendez une seconde, il y a un fan italien qui passe à côté de nous. Attends, alors vas-y, on attend que ça passe. On va entendre On le est bruit. bon. Ah, ok, c'est parti. C'est Rickshaw à Phantasialand. Bonne réponse, Jean-Marc. Quelle rapidité. Bravo, Qui Jean-Marc. est une des attractions préférées de ma fille. C'est vrai? Ouais, je suis passé à Phantasialand l'année dernière et qui est un parc magnifique. C'est Très je dirais beau. qu'en termes de gros parcs, c'est mon parc préféré en Europe, hein, Phantasialand. Et Geister Rickshaw, je sais pas, c'est à la fois ringard mais c'est surtout très généreux, comme la plupart des attractions de Phantasialand d'ailleurs. C'est ultra généreux comme parc. Je trouve que Les attractions sont longues, Ouais. les clients en ont pour leur argent, si je puis me permettre. C'est Oui. un petit peu trivial comme approche, mais Non, mais c'est vrai, et, c'est vrai. Et Geister Rickshaw, moi qui aime beaucoup le fantastique asiatique également, il y a plein de références aux vampires chinois, les Gaienshi, tout ce qui est fantôme, etc. Mon Donc, passage préféré, c'est le bateau avec les Il est pirates. super, le bateau. Je trouve que c'est sublime. Avec cet effet de vent et tout ça, je le trouve vraiment ça Et, très bien nos fait. camarades en Pologne, ils sont toujours là. Vous êtes là, les gars? On est toujours là entre deux passages de train. Bah écoutez, merci d'avoir joué avec nous, les garçons. Et kiffez bien votre séjour. Ouais, profitez bien. Hein. Et merci, bonne continuation. Allez, ciao, les gars. Au revoir. Ça fait plaisir d'avoir des copains au Mais téléphone. oui, c'est rigolo. Alors, on va faire gagner quelques places dans quelques instants pour venir nous voir au parc. Donc voilà. Et puis, j'aimerais que tu me racontes, Jean-Marc, le drôle de souvenir que tu peux avoir dans un parc, le plus drôle. Le plus drôle. Ouais. euh, Que ce soit aussi bien pour travailler que pour le plaisir. Alors, je vais te raconter une expérience de visiteur plus qu'une expérience de designer. Il arrive tout le temps plein de trucs et ça, maintenant, tu le sais. Hein, Oui, il se oui, passe oui. des tas de trucs en coulisses. Donc, mais le truc le plus improbable qui me soit un jour arrivé, c'est lors de mon premier voyage au Japon. Je suis allé à Asakusa, qui est un quartier de Tokyo, dans lequel il y a un parc qui s'appelle Hanayashiki. Et D'accord. c'est vraiment un pâté de maison. Le pâté, c'est-à-dire que tu as le grand 8 qui se fait la ceinture, qui est en fait la délimitation du parc, qui est un gros pâté de maison. Et c'est absolument charmant comme endroit. Et il y a un étang avec une petite structure en bois qui évoque un temple. Et à un moment, j'étais avec mon épouse, on dit tiens, on va se poser, on va boire un café. Et comme au Japon, il y a énormément de choses en distributeur, on prend un café au distributeur et on avise une table sur un...
il y avait un deck là, pour se poser, avec une table, des parasols, etc. Et j'arrive, j'avais la caméra vidéo en bandoulière, parce que c'était au début des années 2000, donc j'avais pas de smartphone. Et je m'approche de la table, je dis tiens, on va être très bien installé là. Et au moment où je m'apprête à poser ma tasse de café sur la table, j'entends un craquement épouvantable. Et en fait, le sol a cédé sous mon poids. Donc comme tu as vu, je ne suis pas un gringalet, j'étais beaucoup plus gros à l'époque. Le sol s'est littéralement ouvert sous moi et je suis tombé. Et là, j'ai eu l'impression de tomber au ralenti. C'est-à-dire que j'ai quand même eu un espèce de réflexe élémentaire de survie où j'ai réussi à poser ma tasse de café. Imagine au ralenti quand même. Ensuite, j'ai posé ma caméra vidéo. Et là, boum, je suis tombé. Et j'ai eu le réflexe d'écarter les bras. Donc, imagine quand même un mec de 120 kilos, 1m85, ce qui est quand même une sorte de monstre pour les Japonais, coincé jusqu'au niveau des aisselles dans un ponton en bois qui venait de s'ouvrir. J'ai été coincé, tu vois, un peu en forme de grenouille comme ça. Et évidemment, avec de l'eau boueuse jusqu'au bide, puisque en dessous, c'était de la flotte. Ok. Et là, incapable de me redresser, j'ai été pris d'une crise de fou rire. Je pouvais plus bouger. T'imagines le truc, quoi. T'es un énorme Européen qui vient de passer à travers le plancher d'un parc d'attractions japonais. T'es coincé, t'es dans la boue, tu sens la vase, grosso modo. Et je pars à rire. Et évidemment, ça a ameuté le personnel. Le personnel des attractions voisines ont accouru. Les gens de la direction ont accouru. Oh, on est désolé, vraiment, on est désolé, on est vrai. Ils ont fini quand même par me hisser hors de ce trou. Et comme me dit ma femme à l'époque, elle me dit, ils t'ont emmené en cuisine, j'ai eu peur qu'ils te fassent disparaître mystérieusement. Non, ils m'ont quand même séché, etc. Et le directeur du parc, il me dit vous savez que c'est le plus vieux parc d'attractions du Japon. Je dis effectivement, je l'ai constaté. Et après, ils ont été charmants, ils nous ont invités. Et c'est le genre de parc, tu sais, où tu payes à l'entrée et après, avec des tickets, un peu comme l'était le jardin d'acclimatation. Oui, d'accord, ok. Tu payes attraction par attraction. Donc, on a eu pléthore de tickets pour terminer la journée. Mais c'est une des aventures les plus improbables de visiteurs de parc qui me soient arrivées. Et bien justement. Ah oui, non, alors attends, ce qui s'est passé après, c'est qu'il y a le personnel de la maintenance qui a débarqué. Ah. Qui s'est retrouvé devant ce trou béant dans le plancher, qui est quand même dans le passage des visiteurs. Et ils étaient 3 ou 4 comme ça, tu sais, en bleu de travail, et ils étaient très très perplexes autour du trou. Ils commencent à regarder comment on va dire. Puis il y en a un qui fait et il prend une chaise et il la met en travers. Et les autres font non. Après, ils ont fini par aller chercher une tôle. Et moi, qui suis un petit peu espiègle, narquois et sarcastique, je me suis dit, j'espère que la tôle est trop petite et qu'elle va passer à travers le trou. Non, ils avaient pris une tôle de la bonne dimension pour boucher le trou. Mais je compte retourner au Japon prochainement pour voir si la tôle est toujours là. Oui, voilà, ils auront fait le pont carrément. Alors, on va prendre du coup un visiteur pour jouer avec nous, qui vient de me rejoindre. Bonjour monsieur. Je vous en prie, venez avec moi. Venez, je vous en prie. Bienvenue. Hop. Je vous en prie, passez. Attention au câble. Attention au câble. Voilà. Hop. Ah oui, on n'a pas de photo. Bonjour monsieur. Bonjour. Quel est votre prénom? Samir. Samir, c'est votre première fois au parc Winoland? Oui. Et alors, vous reviendrez avec plaisir? Bah écoutez, plutôt une bonne ambiance. Il y a pas mal d'activités pour les enfants. Ils s'amusent beaucoup. Donc non, c'est cool. Il y en a pour tous les âges. Donc c'est super sympa. Eh bien, on va tenter de vous faire gagner du coup 4 places pour revenir nous voir, éventuellement aussi pendant la période d'Halloween. Allez, avec grand plaisir. Alors, je vais vous poser du coup des questions donc, qui sont basées sur Halloween. Maintenant, à vous d'y répondre correctement. Et dans quel cas, eh bien, vous gagnerez du coup 4 places pour on va revenir essayer. nous voir. Vous êtes prêts? Allez. Allez, c'est parti, on y va. Quel légume est le symbole d'Halloween? La citrouille. Bonne réponse. Quelle chanson connue est principalement écoutée lors de la période d'Halloween? Américaine, hein? Maria Carré, non? Non, Maria Carré, c'est Noël. C'est Noël, ouais. T'aurais une idée? Un indice? Qui passe souvent au parc Astérix, il y avait un spectacle là-dessus. Thriller, non? Voilà, Thriller de Michael Jackson. Quel film d'horreur détient le record d'entrée au cinéma en France avec plus de 5,3 millions d'entrées? Un film d'horreur? Un vieux film. Hein. Ah oui, c'est L'Exorciste. Bonne réponse. Quelle fête chrétienne est fêtée en même temps qu'Halloween? La fête des morts? Oui, non, et on l'appelle comment? La Toussaint? Comme Jean-Marc. Voilà. Le noir et l'orange signifient la noirceur et la moisson, vrai ou faux? Faux. Non, c'est vrai. Ah, c'est vrai.
Bon, vous avez quand même gagné la majorité des questions, on vous fait gagner les 4 places. Ouais. Sur l'occasion de venir voir le parc du coup sous les couleurs d'Halloween. Eh ben écoutez, Sous les merci couleurs du coup, beaucoup. de la noirceur et des moissons. Donc merci d'avoir participé. Bah, merci pour Et l'accueil. puis excellente fin de journée et amusez-vous bien. Également, merci. Merci Merci. beaucoup, bonne journée. Eh bien Jean-Marc, on est bientôt arrivé à la fin de notre émission. Tu me vois maintenant. Ah, notre émission, pardon. Non, De c'est notre pas- c'est moi qui- émission. c'est pas que tu me vois, c'est moi qui deviens sourd en fait. C'est ça, ouais. Alors moi j'aimerais juste que, parce que bon comme tu le sais, c'est un peu l'enfant de 10 ans qui est interviewé aujourd'hui. Ouais. Je suis assez Ah, tu- admiratif. Geoffrey pourrait te... Tu es grand pour ton âge. Oui, oui, oui. Geoffrey pourrait te le dire. Bon, là, il est occupé avec le monsieur, mais ce matin, quand je suis arrivé, il m'a dit t'as pas fermé l'œil de la nuit. Je lui ai dit non, Oh. j'étais un peu stressé quand Non, mais même. je veux dire, c'est que moi. Hein, c'est pas, Oui, mais c'est l'attraction que tu. Non, alors très sincèrement, je vais être honnête, je suis extrêmement. Depuis qu'on parle de ce 20e anniversaire et que je croise des gens qui viennent m'en parler, je suis super flatté, super touché, souvent ému. J'ai quand même croisé quelqu'un qui s'est fait faire un tatouage de Mario. Ah, incroyable. Incroyable. Donc, et de voir qu'il y ait autant de gens que cette attraction est marquée. Même là, toi, j'ai un petit peu le qui freeze parce Ouais. que c'est super. Toi, j'ai l'impression d'avoir mis un petit caillou dans un endroit où ça plaît. Et vraiment. Et bah, du coup, si j'en suis là aujourd'hui, moi je le dis devant Xavier et Geoffrey, ils le savent aussi, parce que c'est vraiment ce que je pense. Si j'en suis là à créer des choses et à vivre de ce que j'aime, c'est quand même grâce à toi. Donc merci J'en Jean-Marc. suis- Je suis d'avoir très fait ça, flatté, vraiment. étant arrivé à un âge canonique où on a plaisir à transmettre les choses. Je suis ravi d'avoir pu contribuer à cette passion qui t'anime maintenant. Bah, merci beaucoup. Et est-ce qu'on pourrait dire au revoir et à bientôt, notamment pendant la saison d'Halloween, à nos auditeurs, avec la voix de Mario. Est-ce que Mario pourrait nous dire un petit quelque chose pour nous, avant qu'on se quitte? Hey, salut les humains! En tant que pantin, je ne vais pas tarder à prendre la porte. Alors, n'oubliez pas que la saison d'Halloween, c'est pas fini! C'est pas fini! C'est pas fini! Merci beaucoup Jean-Marc, merci d'être venu. Merci Steve et bonne saison d'Halloween à Winoland. Merci beaucoup, merci d'avoir été aussi nombreux chaque émission à nous regarder. Merci à Infini Radio, merci aux auditeurs, merci Jean-Marc, merci à tous nos invités qui sont venus durant toutes ces émissions estivales de The Windows Radio Show. On revient, je l'espère, l'année prochaine, très très vite. Merci du fond du cœur et merci évidemment à la famille Lapeyre et à Winoland pour nous avoir donné l'opportunité de s'exprimer sur The Windows Radio Show. Merci à tous et à bientôt. Merci Jean-Marc. Salut.